Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans notre cours de Aerocode 7, conception géotechnique. Donc, cette vidéo est la deuxième vidéo de ce programme. Nous allons essayer de faire des vidéos vraiment courtes pour faciliter votre compréhension. OK? Donc, euh, précédemment, je pense qu'on avait parlé du chapitre 1, c'était fini, et on avait entamé le chapitre 2. Qu'on n'avait pas fini, juste le début. Donc, cette vidéo, on va continuer toujours avec le chapitre numéro 2, avec les bases de la conception géotechnique. Donc, la vidéo précédente, on avait vu seulement les premiers points. Donc, ici, dans cette vidéo, on va voir ces deux points-là. Les exigences de la conception et les actions et situations de conception. Surtout les exigences de la conception, elles sont très importantes. Okay? Exigences de conception. Donc, comme vous savez, la conception de l'aéroport là se compose des principes, des déclarations fondamentales, des modèles analytiques et des exigences. Et tous ces doivent être suivis lorsqu'il n'y a aucune autre alternative. OK? Donc, ces règles sont complétées, c'est-à-dire tout ça, toutes ces règles ici, sont complétées par des règles d'application, des lignes directives largement acceptées et qui s'alignent sur les exigences des principes. Adhérer aux hypothèses des aéroports là garantit la conformité de la directive produit de construction et ses successeurs. Donc, ces hypothèses impliquent un entretien approprié. Il faut entretenir les structures, une utilisation précise avec des hypothèses de conception, des matériaux et des produits de construction spécifiés. La sélection des systèmes de structures là doivent être faites par un personnel qualifié et une exécution, une supervision, un contrôle de qualité aussi. Tout ça doit être fait par des gens compétents. Donc, le robot 7 là comprend plusieurs exigences concernant la gestion de la complexité. Quand les structures sont complexes, il y a des règles qu'il faut faire. Donc, le robot 7, le 1, la première partie, met l'accent sur l'adoption des investigations géotechniques, des calculs, des vérifications à la complexité et au risque du projet. Donc, pour les tâches simples, des faibles risques, si il y a les risques sont faibles, c'est-à-dire des tâches simples, des études qualitatives sont assez suffisantes. Et voici la référence qui dit ça, vous pouvez vérifier dans Aerocode. Donc, pour les projets simples, les processus de conception, des conceptions simplifiées sont acceptables. Pour faciliter l'application de ces principes-là, l'Aerocode 7 a introduit des catégories géotechniques, des catégories de structures. Je pense qu'il y a 3 catégories. Donc, c'est écrit en anglais. Je vais essayer de traduire pour vous. Je n'ai pas eu le temps de traduire, faire un tableau qui est traduit en français. Avec le temps, on pourra faire ça, mais pas maintenant. Donc, catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. Catégorie 1, c'est pour des structures qui sont vraiment petites ou relativement simples, avec des risques négligeables. J'ai traduit pour vous ce qui est écrit ici en anglais ici. OK? Donc, pour ces gens de structures-là, c'est catégorie 1. Les risques sont négligeables, risque de, les risques d'instabilité sont négligeables, les risques des mouvements de sol sont négligeables.
Les conditions du sol sont connues pour être bonnes. Okay? Les conditions du sol, ça dit les conditions du sol ne sont pas compliquées. Okay? Et il n'y a pas d'excavation sous le niveau de l'eau, sous le niveau de la nappe. Okay? Dans ce cas-là, on peut faire seulement des dimensionnements de routine, dimensionnement et construction, des méthodes de construction de routine, tout simplement. Catégorie D, des structures de taille conventionnelle, des fondations de taille conventionnelle, sans des risques exceptionnels ou des sols difficiles ou des conditions de chargement compliquées. Donc, en ce moment, des données quantitatives, données géotechniques quantitatives et analyses peuvent être faites pour assurer les demandes, les exigences fondamentales, pour satisfaire les exigences fondamentales. Juste des données géotechniques quantitatives et des analyses. Et en ce moment aussi, vous pouvez faire des tests sur le terrain, in situ, des tests au laboratoire, comme des tests habituels, des tests de routine, et des dimensionnements et des exécutions des travaux de routine. Maintenant, quand la structure ou une partie de votre structure ne couvre pas ces deux catégories, catégorie 1 et catégorie 2, en ce moment, il faut souvent utiliser certaines alternatives. C'est-à-dire, les règles de l'Eurocode seules ne suffisent pas. Il faut souvent ajouter d'autres alternatives. Donc, ce qui veut dire que Eurocode 7 là même, ça ne couvre pas tout. Souvent, il y a des exceptions et il faut vraiment des experts pour donner leurs avis, pour proposer des solutions concrètes. Et voici pourquoi l'Eurocode même doit être rédigé de temps en temps pour couvrir ces cas exceptionnels. OK, je vais remettre la figure là ici, parce qu'on va utiliser encore. On va juste prendre quelques exemples de ces catégories-là. Si nous prenons catégorie numéro 2, donc quelles sont des structures qui peuvent correspondre à ces catégories-là, à cette catégorie numéro 2-là. On peut citer par exemple des fondations superficielles, fondations sur radier, fondations sur pied, fondations avec les fondations profondes, fondations sur pied. Des murs de soutènement et autres structures de soutènement au support du sol ou de l'eau. Des fouilles, des piliers ou quilets de pont, des remblais ou terrassements, des ancrages ou systèmes d'ancrage, système de retenue. Et des tunnels aussi, tunnels où on n'a pas trop de difficultés, trop de complications, où il n'y a pas de roches dures, de roches non fracturées et non soumises à une étanchéité particulière ou d'autres exigences. Donc, en ce moment, on parle de catégorie 2. Catégorie 3, on peut prendre par exemple des structures très grandes, inhabituelles. Donc, la taille de la structure est énorme. Des structures présentant des risques anormaux, inhabituels, exceptionnellement, des conditions de sol ou des chargements difficiles.
Les ouvrages en zone fortement sismique. Tout ça, c'est catégorie 3. Les structures dans les zones d'instabilité probable des sites. Donc, tout le site n'est pas stable. Des mouvements de terrain persistants. Donc, souvent, il y a des glissements de terrain. Tous les sols, par exemple, les gens qui construisent sur les montagnes, là, tout le sol peut glisser. OK? Et ce genre de trucs qui nécessitent une enquête séparée ou des mesures spéciales. Donc, voici ici un organigramme que vous pouvez utiliser pour déterminer si votre structure est vraiment catégorie 1, catégorie 2 ou catégorie 3. OK? Donc, il faut juste vous poser certaines questions. Par exemple, ici, vous posez, est-ce que votre structure est petite et relativement simple? Si oui, vous passez ici. Sinon, ça sera là. OK? Si votre structure est assez simple, petite, donc ça sera, vous suivez ce chemin-là. Donc, maintenant, vous vous adressez, vous posez la question sur les conditions du sol. Est-ce que les conditions du sol sont connues, euh, et comparables aux trucs, aux expériences locales? Peut-être il y a des données concernant les sols dans la localité. Est-ce il y a assez de données et que ces données ne sont pas compliquées et sont favorables à, est-ce que ces données-là sont favorables au dimensionnement des routines? OK? Si oui, vous continuez, sinon, vous repartez dans vous quittez, vous repartez ici. OK? C'est-à-dire, vous revenez ici. Donc, si c'est oui, vous demandez, est-ce qu'il y a des excavations qu'on doit faire en bas de la nappe? Parce que s'il y a des excavations en bas de la nappe, vous allez avoir des problèmes d'eau. L'eau va rentrer euh, dans les excavations, là. OK? Donc, est-ce que maintenant, on peut négliger le risque en termes de stabilité globale ou de mouvement des sols? Donc, si tout est oui, 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 donc ça veut dire que votre structure est de catégorie 1. Maintenant, s'il y a un seul nom parmi ceux-là, donc vous revenez ici et vous posez la question maintenant, est-ce que la structure est vraiment large ou elle est inhabituelle? Si c'est vrai, donc vous partez ici. Donc, sur la taille de la structure même peut décider que c'est catégorie 3. Donc là, vous posez cette question. Si c'est non, vous continuez ici. Est-ce que ça implique des, des risques anormaux, des risques inhabituels? Donc, je pense que vous comprenez comment est-ce que l'organigramme la marche un peu. Et si vous voyez ici, toutes les catégories qu'on a citées dans la diapositive précédente là sont là. Voilà. Les fondations superficielles, fondations profondes, et tout ça. Mis de soutènement, ça c'est catégorie 2. Je pense que catégorie 2 là est plus fréquent. OK? Mais ça, c'est vraiment important. Il faut savoir de quelle catégorie vous avez affaire avant de pouvoir continuer. Donc, on peut introduire maintenant ces étapes-là de dimensionnement, étape par étape, ce que vous devez suivre du début jusqu'à la fin. Donc, d'abord, comme c'est en anglais, là, je vais essayer de traduire. Après, je vais faire euh, un diagramme comme ça en français aussi. Donc, établir d'abord
catégorie géotechnique préliminaire de la structure. Donc, sans rien faire d'abord, vous essayez d'établir une catégorie. Parce que c'est là, tout au long du dimensionnement, vous allez être amené à décider de quelle catégorie 1 ou catégorie 2 ou catégorie 3, votre structure est. Et à quelle catégorie votre structure appartient. Et après ça, vous faites des études de terrain préliminaires et vérifiez les catégories géotechniques. Donc, quand vous voyez ça, ce symbole-là, ça veut dire qu'ici, vous devez déjà vérifier dans quelle catégorie votre structure se situe. De quelle catégorie votre structure appartient. Okay? Donc, si vous avez vérifié catégorie 1 ou catégorie 2 ou catégorie 3, en fonction de ce qu'on vient de voir dans la diapositive précédente. Après, vous passez au dimensionnement. Vous passez au dimensionnement et vous vérifiez s'il y a assez d'informations. Si oui, vous continuez. S'il n'y a pas assez d'informations, vous continuez encore. Vous revenez ici au dimensionnement. Et s'il y a assez d'informations, vous continuez avec un rapport d'étude de terrain, okay, et de vérification des catégories géotechniques. Donc, c'est le même diagramme qui continue ici, même processus. Je mets juste ça, comme il n'y avait pas assez de place. Après ça, après avoir fait ça, vous vérifiez encore de quelle catégorie votre structure appartient. À quelle catégorie votre structure appartient. Okay? Et vous continuez encore. Vous faites des dimensionnements par calcul. Okay? Des mesures, des modélisations, des tests et des observations. Donc, après ça, vous vérifiez encore de quelle catégorie la structure, à quelle catégorie la structure appartient. Vous continuez encore. Vous faites un rapport géotechnique. Et encore la catégorie géotechnique. Vous vérifiez encore et avant de passer à l'exécution des travaux et supervision et exécution des travaux. OK? Donc, comme je le disais, ces étoiles-là, ça veut dire que là où vous devez vérifier quelle catégorie appartient à votre structure. OK. Je pense que on va passer à la 3e section de ce chapitre-là qui parle des actions et situations de conception. Donc, actions et situations de conception. Donc, ça, c'est très simple, en même temps très important. Donc, la situation du projet sont, pardon, les situations du projet sont des ensembles de conditions physiques présentant les conditions réelles se produisant pendant un certain intervalle de temps pour lesquels la conception démontrera que les états limites pertinents ne sont pas dépassés. C'est vraiment important cette partie. Donc, voici ce que nous avons. Des conditions persistantes, des actions persistantes. Parce que nous voulons savoir quelles sont les actions qui s'exercent sur la structure. Donc, parmi ces actions-là, il y a des actions persistantes. Donc, ces actions persistantes-là sont des actions qui agissent dans les conditions d'utilisation normales. Donc, ça agit dans les conditions d'utilisation normales. Des actions transitoires. Ces actions-là sont temporaires. Par exemple, exécution ou réparation des travaux. OK? Des actions accidentelles. Des conditions exceptionnelles aussi. Et on a des actions sismiques. Des conditions exceptionnelles aussi pendant des séismes. Donc, pour ces cas, des actions persistantes là, nous pouvons avoir
des genres d'actions qui sont destinés à agir sur la structure pendant tout au long de la vie de la structure. Donc, Design Working Life, DWL, de la structure. Maintenant, si on prend action transitoire, là, ça, c'est une période juste vraiment très négligeable comparée à la période de vie de la structure. Et si on prend le troisième, accidentel, là, nous avons par exemple incendie, explosion, impact, défaillance locale, rupture locale. Au lieu de défaillance, on peut dire rupture. Donc, impact, par exemple, un camion peut venir cogner un pont ou n'importe quelle structure. OK? Donc, ça, c'est impact, par exemple. Donc, des valeurs moins sévères, les coefficients partiels. Les coefficients partiels, là, on va parler de ça aussi après, sont vraiment très importants et dépendent de chaque pays. Voilà. Si vous changez de pays, les pays européens, là même, ils utilisent différents coefficients. Et d'ailleurs, même ces coefficients-là sont dans l'annexe A de l'Eurocode. Donc, on peut utiliser ces coefficients-là pour des structures temporaires aussi, pour les situations de projets transitoires. Donc, si seulement les conséquences probables les justifient. Donc, voici ici ce tableau qui résume la classification des actions selon l'Eurocode 1990. Donc, on a les actions permanentes, les symboles CG. Ces actions-là sont ici encore une fois de plus, c'est en anglais, donc je vais essayer de traduire pour vous et ce qui est écrit. Donc, action permanente, le symbole G. Donc, ces genres d'actions-là sont supposées agir pendant tout au long de la vie de la structure. Donc, parce que cette colonne-là, c'est la durée. C'est la durée de l'action. OK? Donc, est-ce que des actions permanentes varient vraiment dans le temps? Elles varient vraiment, leur variation est vraiment négligeable, ou on peut dire qu'elles sont monotoniques. Ça ne varie pas. Comme exemple, on peut prendre le poids propre de la structure, des équipements qui sont fixés sur le toit, par exemple, ou des équipements de surface de la route, et les actions indirectes causées par des retraits et des, comment on appelle ça, et des tassements. OK? Donc ici, on a aussi des actions variables, les symboles CQ. Donc, ça varie dans le temps. Donc, la durée, là, souvent, est vraiment, il n'y a pas de durée fixe comme ça. Ça dépend de l'action. OK? Mais leur variation n'est pas négligeable dans le temps. Et ce n'est pas monotone aussi. On peut citer les trucs. Souvent, il y a des charges sur le toit des buildings, des immeubles, par exemple, des poutres et le plafond. On peut citer le vent, on peut citer la neige. Donc, les charges climatiques, là, ça, c'est des actions variables. On parle aussi d'actions accidentelles, parce que ça vient surtout des trucs de structure, hein. Parce que, vous voyez ici, Aerocode 1990, là. Voilà. Donc, les symboles, c'est A, action et accidentelle, là. Symbole A.
Donc, d'habitude, la durée est vraiment courte pour ces actions-là. Pour la durée, c'est vraiment court. Mais leur magnitude est vraiment signifiante. La magnitude est grande. Par exemple, on prend une explosion. Ça ne prend pas du temps, mais la force est vraiment considérable. Impact d'un véhicule, par exemple. Ça ne dure pas, mais l'impact est considérable. Tremblement de terre. Okay? Donc, souvent, vous voyez ici, ceux qui sont en étoile ici, souvent, ceux-là peuvent être considérés comme action variable ou action accidentelle. Okay? C'est ce qui est écrit en bas ici. Là, là. Donc, quand ça veut dire que impact des véhicules ou tremblement de terre, ça peut être considéré comme action variable aussi. Vent ou bien la neige, ça aussi peut être considéré comme action accidentelle. Mais le plus souvent, c'est comme ça seulement. Vent et puis neige comme action variable. Et puis, ces genres d'actions-là, impact des véhicules, tremblement de terre, comme action accidentelle. Voilà. Donc, je pense que c'est tout. On va juste arrêter là et essayer de faire à chaque fois des petites vidéos pour faciliter votre compréhension. OK? Donc, on se dit merci et rendez-vous la prochaine, dans une prochaine vidéo pour continuer. Merci beaucoup.